Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Et non, pas de fear and greed dans ce zap. Je viens de faire une petite traversée du désert ces 48 dernières heures. Je n'ai pas pu sortir les 2 derniers zaps crypto en temps et en heure. Et pour une fois, ce n'était pas un problème de connexion, mais une grosse galère de logiciel. Pour tout vous dire, j'ai vraiment pensé que le zap de la veille ne sortirait jamais et je me suis demandé pour la première fois en 6 mois si j'étais réellement en capacité de produire correctement ce format. Et puis comme tout entrepreneur, tu n'as pas d'autre choix que de résoudre les problèmes par toi-même et après 2 nuits blanches, je suis fière de vous sortir ces épisodes, même s'ils sont en décalé, ils sont aujourd'hui la preuve de ma détermination. Retrouve dès ce soir le Zap Crypto du jour pour qu'on puisse mettre cet incident de parcours derrière nous. Et maintenant, je laisse place aux artistes. Bonne vidéo, c'était Zap Crypto. A priori, le Bitcoin s'est octroyé le droit, ainsi que l'ensemble des cryptos, de faire un petit rebond. Le petit rebond de la capitulation. On a vu hier beaucoup de signes de capitulation. Tournez vos regards vers certains youtubeurs. Mais pas que. J'en parlais dans le groupe VIP qu'il y avait aussi des signes de capitulation. Bon, les signes de capitulation, ça ne veut pas dire que l'argent va arriver à flot et va motiver tout le monde à acheter. Hein. Mais la capitulation, le désespoir, le désintérêt, en général, ce sont des signes que la majorité de ceux qui ont vendu voulaient vendre et que globalement, il y avait un petit rebond potentiel. Alors, est-ce que ça suffit pour inverser une tendance weekly, monthly? En général, non. Hein. Mais on n'oublie pas cependant que le marché a été défoncé, supprimé de manière consistante durablement, sans le moindre espoir de rebond. Et à un moment, il viendra. Hein, il viendra probablement, ne serait-ce que pour faire ce que font les structures de marché de base, c'est-à-dire des plus bas sommets, plus bas creux. Hein. Dans le cadre d'une tendance baissière, on fait des plus bas sommets, plus bas creux, et on n'a pas eu de plus bas sommet en weekly depuis mars 2022. Donc une structure de marché logique voudrait quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est quand même assez probable. Les marchés ne vont pas à sens unique. Après, les cryptos, ça peut être différent, mais voilà. Le cours du Bitcoin en données mensuelles. Dernière clôture technique mensuelle disponible depuis la semaine dernière. Et oui, le marché défend les 20 000 $. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On l'a défendu en clôture mensuelle. Bon, c'est bien. Alors, j'insiste ici sur l'indicateur technique MACD. Historiquement, à chaque fois que la ligne de MACD approchait de 0 et que commençait à intervenir une divergence sur l'histogramme, c'était le point bas. Ça s'est tout le temps passé comme ça. Systématiquement passé comme ça, que ce soit en 2018 ou ici en 2015. Alors, c'était dans une période de hausse des taux d'ailleurs de la Fed ici, c'est intéressant. Alors, je vous rappelle d'ailleurs ce que c'est, qu'on comprenne bien les choses. La ligne de MACD, la différence, c'est la ligne bleue, et la différence entre la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes et à 26 périodes. Je les ai positionnés ici. Vous avez ici la moyenne mobile exponentielle à 12 mois, la moyenne mobile exponentielle à 26 mois. Regardez ici, la 12 mois touche la 26 mois et passe en dessous. La ligne de MACD passe sous 0, puisqu'elle est la soustraction entre les deux. Lorsque la ligne de MACD repasse au-dessus de 0, c'est lorsque la 12 repasse au-dessus de la 26. La courte repasse au-dessus de la longue, c'est un signal haussier, boum, on est reparti. Et entre-temps, il y a eu une divergence haussière de l'histogramme de MACD qui est là l'écart relatif entre la ligne de MACD et sa propre moyenne mobile. Donc la ligne de MACD, qui elle-même est une différence de moyenne mobile, a sa propre moyenne mobile, qui est une moyenne mobile à 9 périodes, ici en orange. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Ce modèle se répète actuellement. Soit le point bas est fait, soit il se fait en juillet. C'est-à-dire que là, la moyenne mobile exponentielle à 12 approche de la 26, c'est-à-dire que la ligne de MACD approche de 0. Nous en sommes à 7 mois consécutifs de baisse de l'histogramme, l'écart entre la ligne de MACD et sa moyenne mobile. Soit il manque encore, donc un mois d'août plus bas, on touche 0 et ça repart. Soit le mois d'août permet entrer en divergence l'histogramme de MACD, on défend 20K, ça repart. Donc en gros, selon moi, 2 hypothèses. On a un mois de juillet
puissons, stabilisons et on passe la prochaine année à faire quelque chose de légèrement haussier entre la trendline et les 60, voilà, quelque chose comme ça, en dents de scie. Soit il manque encore un choc vers 14 et peut-être une mèche à 10 et ça repart ensuite. Voilà pour moi l'alternative à laquelle nous faisons face. Alors pour cela, très simplement, je suis sur la charte BTC $ sur Bitstamp en unité de temps 1 mois. Comme je vous l'ai déjà présenté dans des tweets ou dans d'autres vidéos, j'avais tracé un canal très long terme sur Bitcoin, ça fait un moment que j'ai tracé ce canal, et pour le moment, tout ça, ça correspond parfaitement avec ce qui s'est passé cette année. Donc ce canal, pour moi, il est toujours valide aujourd'hui, et selon ce canal, on est aujourd'hui sur un nouveau bottom. Alors pour définir le prochain bullrun, à savoir à quel moment sera la TH et quel sera son prix, on va faire 2-3 calculs très simples pour essayer d'estimer ce qui va se passer dans le futur. Donc déjà, première chose, mon ATH il va forcément se situer sur le haut du canal. Le bullrun s'est terminé sur le haut du canal, le bullrun de 2017 pareil, et sur le bullrun 2021, on a eu 2 touchettes sur le haut du canal. De la même façon, le bottom, ça se passe toujours sur le bas du canal, ça c'est très simple à comprendre. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce canal, il a tendance à s'aplatir, ça veut dire qu'on a de moins en moins de volatilité sur Bitcoin. Donc là, comme ça, je suis en logarithmique, on a l'impression que le prix, il va plus jamais augmenter, mais en réalité, là si on se projette un petit peu, au 1er juillet 2026, le top potentiel doit se situer autour de 222 000 $. Donc vous voyez, il y a encore de belles perspectives pour la suite. Ok, maintenant parlons un petit peu de l'état du marché. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que le nombre d'adresses actives est en fait vraiment faible actuellement. Et généralement, on sait que durant les marchés haussiers ou bull market, eh bien on voit le nombre d'adresses actives qui monte en flèche car on a de nouvelles activités, de nouveaux business, on a de nouvelles personnes qui viennent spéculer sur les cryptos, etc. Et ensuite, durant les marchés baissiers ou bear market, eh bien toute cette activité s'arrête quelque peu. Vous avez toutes ces personnes qui commencent à vendre leurs cryptos et sortir du marché. Et tout ce qu'il vous reste dans ce cas, eh bien ce sont les holders de Bitcoin. Ce que vous pouvez voir durant chaque bear market, par exemple en 2018, ce qu'on a vu ici en 2019 et 2020 également. Et ici, vous avez encore une fois ce même phénomène, c'est les adresses qui diminuent. Vous avez un pic ici, en fait plutôt 2 pics juste là dans l'activité du réseau et le nombre d'adresses actives. Et en ce moment, on est revenu au sein de ce canal, ce qui généralement coïncide avec le fait qu'on a presque plus de, de touristes sur le marché, comme ils le disent précisément dans cet article. Plus personne en fait ne spécule simplement sur le Bitcoin, et les personnes qui restent donc sont les holders des cryptos. Maintenant, si on continue un peu vers le bas, ici vous pouvez voir le nombre d'entités actives sur le réseau. Et le nombre d'adresses actives qu'on vient juste de voir avant, bien sûr on sait qu'une personne peut avoir plusieurs adresses, mais on a aussi des moyens en quelque sorte de regrouper les adresses d'une personne en particulier et les connecter à une entité bien distincte. Disons par exemple que j'ai 10 adresses de Bitcoin différentes, et bien sur ce graphique je ne serai représenté que par une entité, en fait une unité au final. Et même chose juste là, du coup le nombre d'entités actives en ce moment est vraiment à un niveau super faible. Si vous regardez le canal qu'on a juste ici, on se trouve en fait proche d'un all-time low concernant l'activité sur le réseau. Donc voilà, le nombre d'entités actives est en train de chuter également, et les personnes qui restent sont majoritairement les gens qui y croient au long terme, et c'est ce qui compte au final. Maintenant attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter plus bas, évidemment on peut toujours être surpris, mais l'idée c'est que le plus on aura de holders sur le réseau, le moins on aura de personnes qui ne sont là que pour se faire de l'argent rapidement et qui ne sont pas en mesure de résister aux fluctuations du Bitcoin et qui sont donc plus susceptibles de vendre au moindre mouvement. Lorsqu'on se débarrasse de ces personnes, alors il ne nous reste que les holders, et dans ce cas il n'y a qu'une direction que peut emprunter le prix, et c'est évidemment vers le haut. Et très important, on va avoir vendredi, donc on est vraiment bien gâté, mercredi, jeudi, vendredi, on va voir les chiffres qui sont très attendus. Qu'est-ce qui se passe le premier vendredi de chaque mois? Vous savez pas? Écoutez, je vous l'apprends, c'est le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis d'Amérique. C'est tous les vendredis, c'est tous les premiers vendredis de chaque mois. Et celui-là, il est particulièrement attendu vu le climat de tension qui sont quand même assez forts. Je vous fais un petit récapitulatif du climat psychologique actuel. Alors, si vous êtes dépressif, coupez le Good Morning Trading. Je vous ferai un signe pour que vous puissiez le remettre. Les dirigeants du G7, quant à eux, ont travaillé cette semaine sur un plafonnement du pétrole russe dans le cadre des efforts visant à réduire les revenus de Moscou. Alors, selon un rapport de JP Morgan, on est en train de se demander si toutes ces sanctions punissent réellement la Russie ou si ça n'est pas en train de finalement plus nous punir nous-mêmes. Compte tenu de la position budgétaire solide de la Russie, ils peuvent se permettre de réduire jusqu'à 5 millions de barils jour
sans mettre en péril leur économie. Et JP Morgan nous dit que depuis que les US ont mis les sanctions sur la Russie, eh bien le rouble s'est renforcé, on l'a constaté, ce qui rend les exportations coûteuses et non compétitives. Par conséquent, si la situation géopolitique l'exige, la Russie pourrait réduire ses exportations jusqu'à 5 millions de barils par jour en représailles aux sanctions que l'OTAN et les USA lui mettent. Ce qui, selon JP Morgan, pourrait amener un baril de pétrole à 380 $. Alors là, ça risque de piquer fortement. On va avoir un prix à la pompe qui va cabrer. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Le secteur immobilier sera-t-il le prochain sur la liste des bulles à dégonfler? Aux USA, le boom immobilier pandémique a atteint un sommet et on commence à voir le début d'un retournement. Avec des baisses de prix dans des villes comme Phoenix, Austin, Las Vegas. Suite à la hausse des taux, on est en droit de se demander si nous ne sommes pas dans une crise d'abordabilité. Alors quand on pense qu'en Europe, les taux devraient commencer à se relever, doucement, comme nous l'a dit la BCE, et que d'ici 2023, on aura certainement eu plusieurs hausses de taux, on est en droit de se demander si nous ne sommes pas un petit peu en retard sur notre marché immobilier, et si quelque part, d'ici début 2023, on n'aurait pas nous aussi un réel frein et peut-être un retournement sur notre marché immobilier. Enfin, affaire à suivre, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter quelque chose. Et en parlant de nouvelles qui inquiètent les foules, on a eu ce week-end les Argentins qui se sont tournés vers les stablecoins adossés au dollar, de crainte d'une potentielle chute de leur monnaie qui est le peso argentin. Et pour vous donner un peu de contexte, ce week-end, Martín Guzmán, le ministre de l'économie argentin, a quitté son poste qu'il occupait depuis décembre 2019. Et alors que le pays fait déjà face à une crise économique importante, ce départ a encore inquiété la population étant donné que Martín Guzmán était le premier interlocuteur avec le FMI pour les aider sur le refinancement de leurs dettes. Et donc la population s'est inquiétée de la stabilité du peso et il semblerait que les plateformes d'échange crypto ont eu une forte hausse des utilisateurs qui se sont réfugiés vers les stablecoins adossés au dollar avec des achats qui ont été entre 2 et 3 fois plus importants que d'habitude. Et comme un graphique vaut toujours mieux qu'un long discours, je vous présente à l'écran l'USD face au peso argentin depuis 2020, et comme vous pouvez le voir, on a l'USD qui est en prise de valeur constante face au peso, avec une prise de valeur de 110%. Et sur la même période, on a le BTC qui lui est en hausse de 780% face au peso argentin. Bref, quand on voit ces graphiques, on comprend mieux pourquoi l'Argentine est un des pays où l'adoption des cryptoactifs est la plus importante, avec 12% de la population qui possédait des cryptos fin 2021. Le stablecoin EURC de Circle arrive sur Bipanda Pro. Le stablecoin EURC de Circle est désormais disponible sur la plateforme d'échange Bipanda Pro. Alors que l'écosystème est en quête de stablecoins vraiment stables, cela pourrait augurer d'une adoption plus large pour l'actif. Le monde des stablecoins est en pleine mutation suite à l'affaire Terra UST. L'entreprise Circle, qui émet l'USDC, en a profité pour sortir récemment l'EURC, son équivalent adossé à l'euro. Et la plateforme Bipanda Pro vient d'annoncer qu'il était désormais listé sur ses services. Bipanda juge que l'EURC est le premier stablecoin euro majeur du moment. La plateforme y voit un intérêt pour les personnes non bancarisées ou celles qui souhaitent se prémunir de l'hyperinflation. On l'a vu dans des régions comme l'Amérique latine, les stablecoins en dollars ont tendance à être adoptés en raison de leur accessibilité. On peut ainsi s'en procurer plus facilement que des dollars classiques. Je voulais parler d'un État, d'un pays, la Centrafrique, qui va lancer sa propre crypto-monnaie, le Sango Coin, pas Sangoku. Sango Coin, c'est quoi le Sango Coin? Ça va être la monnaie nationale crypto de cet État, sachant que cet État avait déjà accepté, ou plutôt considéré le Bitcoin comme une monnaie légale aussi. Donc là, il y aura les deux cryptos Sango Coin et le Bitcoin qui va être officiellement accepté dans ce pays. Maintenant, faut voir est-ce que c'est pas juste un gros coup marketing pour la Centrafrique ou s'il va vraiment se passer des choses associées aux cryptos dans cet État. En tout cas, c'est une affaire à suivre. C'est le deuxième petit pays, on va dire, ou le deuxième pays tout court qui accepte qui considère le Bitcoin comme une monnaie officielle après pardon, j'ai oublié le nom. C'était le Salvador, pardon. 53 millions de dollars pour embaucher
Policing veut mettre des institutions sur la blockchain. Ça, c'est pas mal. C'est une annonce qui est pas trop mal. Évidemment que les institutions vont arriver sur la blockchain. Ils y sont déjà pour certaines, et ça va grossir de plus en plus. Ça nous prouve que notre écosystème est en train de grossir. Voilà, Policing, la construire l'avenir des actifs numériques. Si vous voulez voir, il vous explique un petit peu tout ce qu'ils font, tout ça. Voilà, c'est super. On va commencer tout de suite donc par le hack. Encore un hack. 8,7 millions de dollars en un clic. C'est en ce moment, c'est vraiment... En fait, ce que je me demande, on en parlait avec Peter tout à l'heure en off, quand on préparait l'émission, je me demande encore comment certaines personnes puissent croire encore à la DeFi. Je dis pas que c'est mort, hein, mais putain les gars, faites gaffe. Donc là, en fait, en gros, je résume, hein, le hacker a trouvé une faille sur le smart contract, il s'est engouffré dans la faille, et puis il a retiré 8,7 millions de dollars dans le plus grand des calmes. Mais ce hacker ou ce groupe de hackers n'en est pas ou n'en sont pas à leur premier coup d'essai, parce que sur le portefeuille justement où est allée la somme, on a retrouvé plus de 300 000 Ethereum, donc ça m'étonnerait qu'ils rendent les fonds. Ah ouais, le mec il est organisé quoi. Il est en bande organisée. Bah, tu vois on a tendance à dire un hacker, on imagine le nerd derrière son bureau, mais en fait ça se trouve c'est des organisations, ça se trouve c'est des institutions même. Bah, quand tu sais qu'il y a des États qui se livrent à ce genre de manipulation, oui, mais après il y a des individus aussi solo qui se prêtent à ce genre de pratique, mais en tous les cas là pour le coup c'est quoi? Donc c'est un exchange décentralisé sur la blockchain Solana et ils ont trouvé une faille dans un smart contract et ils ont détourné 8 millions de dollars, mais c'est en fait c'est devenu la routine des hacks du moment quoi. Et je suis d'accord avec toi, je me demande encore qui laisse des fonds sur ce type de plateforme aujourd'hui après tout ce qui s'est passé quoi. Et enfin, je voulais finir par une université hollandaise qui avait payé une rançon en 2019 en Bitcoin pour récupérer ses informations, retrouver ses données, et en fait, qui se retrouve à gagner de l'argent suite à cette rançon. En fait, l'université avait payé 200 000 dollars en 2019 pour ne pas perdre accès à ces systèmes. Ils avaient payé ça en Bitcoin. Depuis, la police a investigué. Ils avaient retrouvé à peu près 40 000 euros. 40 000 euros en crypto-monnaie. On va dire, la bonne nouvelle, c'est que ces 40 000 euros, ils ont pris de la valeur depuis 2019-2020. Ça a pris de la valeur et les 40 000 euros, là, ils se transforment en 50 000 euros. Donc ça fait, c'est une bonne nouvelle pour l'université. Ils ont dit qu'ils allaient utiliser ça pour venir en aide à des étudiants, etc. Donc plutôt une bonne nouvelle et ça montre encore une fois quand on perd de l'argent en crypto et qu'on arrive à retrouver même une petite partie, des fois ça peut combler toute la perte. On a pu le voir avec Mt. Gox, ceux qui avaient de l'argent perdu sur Mt. Gox à l'époque, l'un des premiers exchanges de Bitcoin, et qui sont au final en train de retrouver accès à tout cet argent, ou plutôt à une petite partie des Bitcoins volés. Ces Bitcoins ont énormément augmenté en valeur, et du coup ils se retrouvent avec un gain par rapport au montant qu'ils avaient à l'époque. On débute les actualités du lundi avec une nouvelle place d'échange qui a annoncé la mise en suspens des retraits et des transferts de crypto. Et cette fois il s'agit de la plateforme Vold qui est enregistrée à Singapour et qui a été fondée en 2018 et qui a 800 000 clients. Et donc cette plateforme propose tout comme Celsius des services d'échange et de prêts crypto et tout comme de nombreuses plateformes elle a été mise en difficulté par la chute du Luna et de l'UST. À savoir que, en plus du gel des retraits et des transferts, la société avait déjà annoncé fin juin le licenciement de 30% de ses équipes ainsi qu'une réduction des salaires. Et Vold a annoncé avoir pris la décision de geler les transferts en raison des conditions de marché défavorables et également suite au retrait de 197,7 millions de dollars de leurs clients depuis le 12 juin. Et ils ont annoncé également qu'ils vont profiter de ce temps d'arrêt pour explorer toutes les solutions qui s'offrent à eux pour, je cite, protéger au mieux les intérêts des parties prenantes de Vold. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que ce n'est plus seulement les conséquences directes du crash des cryptos qui mettent en difficulté les plateformes centralisées, mais également la peur des clients qui ne font désormais plus confiance à ces entreprises qui restent très opaques pour la plupart d'entre elles. Dans cette vidéo, je ne vous dis pas du tout de quitter les exchanges, je ne vous dis pas du tout de quitter les plateformes de lending, je vous explique pourquoi moi j'ai décidé de les quitter. Alors après, bien entendu, vous êtes libre chacun de faire ce que vous voulez. Il y a des personnes qui vont continuer à garder des fonds, il y a des personnes qui vont retirer la totalité de leurs fonds, il y a des personnes qui vont laisser un petit peu de fonds sur la plateforme au cas où et qui vont retirer une partie. Bref, encore une fois ici, le but c'est clairement pas de vous faire peur en vous disant « fouillez, fouillez, il faut retirer vos fonds ». Non, non. Ici, c'est moi pourquoi je le fais, moi comment je ressens l'état actuel du marché et pourquoi j'ai pris ma décision. Et notamment, si j'avais voulu FUD bêtement, je vous aurais dit Nexo, Yielda, Puholder, les exchanges vont se casser la figure,
retirer avant qu'il soit temps. Non, ici, moi, dans mon cas, je vous ai expliqué pourquoi j'avais retiré, pourquoi j'avais ce sentiment vis-à-vis du marché, les risques potentiels qu'il existe sur le marché. Mais en aucun cas, je ne vous ai dit que Nexo allait se casser la figure. Je vous ai jamais dit que Nexo allait se casser la figure, comme les autres. J'ai pris Nexo comme exemple, mais ici, vraiment, c'est ma vision de l'état actuel des choses. Et encore une fois, je l'ai indiqué juste avant, j'attends de voir comment les choses vont évoluer et comment la tempête va se passer. Encore une fois, ici, ce n'est pas directement lié à l'état de la plateforme en elle-même, puisque j'ai confiance de la plateforme. C'est simplement, encore une fois, ma confiance vis-à-vis du marché et de l'effet domino qui pourrait en résulter. Présents dans toutes les strates du système financier, nous sommes plus puissants que la plus puissante des institutions financières. Nous sommes pouvoir et richesse. Et vous, qui que vous soyez, particulier, entreprise, multinationale ou banque, nous ne voulons qu'une seule chose, votre argent. Notre croissance et par conséquent la richesse dont nous jouissons est exponentielle. Nous sommes à l'origine de la crise des subprimes qui a conduit à la chute de l'une des plus grandes institutions bancaires du monde, Lehman Brothers. Nos actions sont si peu régulées que nous sommes dans une liberté quasi totale. Nous sommes le terrain de jeu des criminels de la finance et nous faisons peser un risque systémique sur l'économie mondiale. Vous pouvez nous identifier comme le grand méchant loup. Nous ne volons pas votre bien, mais pour être honnête, qui vous êtes nous importe peu. Vous n'êtes pour nous qu'un nombre sur un compte en banque. Nous sommes les institutions du shadow banking. Et nous avons choisi Money Radar pour nous révéler au grand public. Les connaissances que nous allons partager avec vous aujourd'hui sont une véritable mine d'or. Fin du suspense, si vous souhaitez en apprendre plus sur le shadow banking, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au-delà de vos investissements, les informations présentées aujourd'hui vont très certainement vous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. On débute les actualités du mardi avec Crypto.com qui va encore une fois diminuer les avantages de ses clients. Et tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a 2 mois, la société avait décidé de réduire les offres de cashback liées à l'utilisation de leurs cartes dans le but annoncé de perdurer dans le temps, étant donné que la société avait désormais une clientèle importante et que les taux de récompense précédemment proposés n'étaient pas soutenables sur le long terme. Et il y a 3 semaines, la société avait été contrainte de se séparer de 5% de son personnel, soit l'équivalent de 260 personnes qui ont dû quitter leur poste. Et plus récemment, toujours dans le but de faire des économies, la société a annoncé le retrait de plusieurs cryptos du service CryptoEarn, parmi lesquels on peut retrouver le Doge, le Shiba, ou encore le Tezos et 12 autres cryptos, mais dans le même temps ils ont également rajouté le Zilliqa, le Phantom et Near Protocol. Et hier, Crypto.com a annoncé qu'ils allaient désormais introduire des frais sur les rechargements de leur carte bancaire via une autre carte bancaire, mais je précise que le rechargement via un wallet restera toujours exonéré de frais. Et finalement, je vous rappelle que Crypto.com avait dépensé plusieurs centaines de millions de dollars il y a quelques mois pour une pub lors du Super Bowl, ainsi que pour renommer le Staples Center à Los Angeles. Et donc visiblement, l'entreprise ne s'attendait pas à avoir une chute des cryptos aussi violente et rapide, et ils sont désormais contraints de faire des économies sur leur personnel, mais également sur les avantages proposés à leurs clients qu'ils auraient de toute façon fini par réduire tôt ou tard pour rester rentables sur le long terme. Et pour la première définition, eh bien, on va parler des mixeurs. Alors, qu'est-ce qu'un mixeur ? Eh bien, c'est tout simplement un moyen simple et rapide de pouvoir, eh bien, s'anonymiser. Alors, pourquoi on parle d'anonymat dans la crypto alors que de base, on prétend que toutes les transactions sont anonymes ? Alors, quand vous faites une transaction d'un point A à un point B, toutes les transactions sont traçables. Vous n'êtes pas anonyme, mais vous êtes pseudonyme, c'est-à-dire qu'au final, on peut retracer toutes vos transactions, mais on ne peut pas savoir vraiment à qui appartiennent ces adresses. On peut le savoir avec la redondance, et notamment quand vous passez par des exchanges, on peut finalement savoir qui est derrière ces adresses. Et du coup, il y a des solutions pour réellement être anonyme. Alors il y a des blockchains qui ont intégré ça depuis très longtemps, qu'on appelle les blockchains Zero Knowledge. Donc vous avez notamment Monero qui vous permet en fait d'envoyer une transaction sans même que personne ne sache d'où elle part. Donc c'est vraiment pas mal pour l'anonymat. Là, sur Tornado Cash, eh bien, c'est le même système, sauf que cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire avec l'Ethereum. Le principe de Tornado Cash est assez simple à comprendre. Vous allez déposer un montant en Ethereum. Donc, imaginons que vous déposiez eh bien, 0,1 Ethereum. Vous allez attendre un certain temps. Et après ça, vous allez demander un withdraw. L'idée dans l'histoire, c'est que vous allez déposer avec une adresse et ressortir avec une autre adresse. Ce qui fait qu'on ne peut plus faire le lien entre les deux adresses. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que vous soyez plusieurs et que vous ayez exactement le même montant. C'est pour ça que sur Tornado Cash, quand vous déposez des Ethereum, eh bien vous devez déposer des montants entiers
qui sont déjà prédéterminés par la plateforme. Par exemple 0,1 Ethereum, 1 ETH, 10 ETH, 100 ETH. Et il faut aussi qu'il y ait plusieurs personnes, qui aient un dépôt équivalent. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, vous allez vous mêler à la masse, vous aurez 23 382 dépôts équivalents, par exemple, à 0,1 Ethereum. Si je clique sur 100 Ethereum, là, vous pouvez voir qu'il y a 28 951 dépôts. Et comme je vous avais promis au début de la vidéo, un exemple dans la vie concrète de layer. Si on devait résumer, donc le layer 0, ce serait par exemple votre ordinateur, votre matériel. Le layer 1, ce serait votre système d'exploitation, donc peut-être Windows ou macOS ou autre. Le layer 2, ce serait les navigateurs de recherche, Chrome, Safari, etc. Et le layer 3, ce serait les applications comme les jeux vidéo ou Spotify ou bien d'autres. Voilà pour l'exemple. J'espère que c'est beaucoup plus clair. Si je résume, le layer 0, c'est vraiment la racine, l'infrastructure. Le layer 1, c'est vraiment la blockchain en elle-même, l'architecture de celle-ci. Le layer 2, c'est quelque chose qui va améliorer la blockchain, donc par exemple la scalabilité pour Bitcoin ou Ethereum. Et le layer 3, c'est les applications et les connexions, l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Et on attaque directement avec le NFT gratuit qui concerne la filiale Tor. Et en fait, c'est très simple. Il y a un concours actuellement. Alors, j'avais loupé la news. Ça se déroule entre le 28 juin et le 7 juillet. Vous allez directement sur un site. Vous allez récolter une espèce de petit code en fait. Après, vous allez sur un autre site, vous rentrez le code. Et si vous êtes élu gagnant, en fait, ce sera en partenariat avec la plateforme de NFT Vivi. Et du coup, vous recevrez après un NFT. Il y a un cas NFT à gagner. Et du coup, le lien sera dans la description, les amis. Après ça, on apprend que en Chine, les géants de la technologie dont Tencent et Ant Group s'engagent à interdire les NFT dans un futur proche. Le principal entreprises technologiques ont vraiment envie de suivre le gouvernement sur le bannissement des crypto-monnaies en Chine, mais bien évidemment parce que les sociétés technologiques sont détenues par le gouvernement, donc ils vont pas aller en contre leur gouvernement et contre leur patron. Au final, n'oublie pas, c'est une dictature communiste en Chine. J'ai vécu en 2015 en Chine, donc je sais de quoi je parle. Ensuite, on va parler du nouveau clip de Timbaland, le rappeur, qui se sert en fait de son Bored Ape. Je vous rappelle que les gens qui ont un Bored Ape, en fait, ont les droits de diffusion, de propriété intellectuelle par rapport à leur Bored Ape, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Lui, il utilise dans son clip, il est quand même suivi par genre 1,5 million de personnes, donc c'est un truc de fou. Et du coup voilà, je vous invite à aller voir son clip. En tout cas, un peu l'image de Eminem et de Snoop Dogg, les rappeurs kiffent les Bored Ape et les NFT. Et en parlant des sociétés crypto qui sont en pleine croissance, on a le métaverse de Portape Club qui va passer en phase de test cette semaine. En effet, Yuga Labs vient d'annoncer que ce 6 et 9 juillet se dérouleront des démos techniques qui permettront de tester les limites du jeu et ainsi déceler les potentiels bugs dans le jeu. Et le 16 juillet, l'événement appelé First Trip va permettre aux détenteurs de parcelles Ozordid de tester le jeu, et c'est donc à cette date que l'on devrait voir les premières images du jeu, car je vous rappelle que pour le moment, les équipes de Yuga Labs n'ont dévoilé que très peu d'informations sur le jeu. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.